Comment un jeune général a-t-il transformé une nation au bord de l'effondrement en le plus grand empire d'Europe? La réponse commence en 1799. En 1799, la France était plongée dans le chaos. Après une décennie de révolution, la promesse de liberté et d'égalité s'était transformée en désordre, corruption et instabilité. Le Directoire, le gouvernement de l'époque, était au bord de l'effondrement, incapable de contrôler le pays. Mais au milieu de ce sombre tableau, un jeune général ambitieux émergea, Napoléon Bonaparte. Âgé de seulement 30 ans, il dirigera un coup d'État qui changera le cours de l'histoire. Napoléon prit le contrôle de la France et en quelques années, il transforma la nation en l'un des plus grands empires que l'Europe ait jamais connu. Voici l'histoire de son ascension fulgurante, de ses victoires impressionnantes et de la chute dramatique qui suivit. Chapitre 1. Le coup d'État du 18 Brumaire et l'ascension de Napoléon, 1799. En 1799, la France était au bord de l'effondrement. La révolution qui promettait liberté et égalité avait laissé le pays dans un état de désordre. Le Directoire, gouvernement post-révolutionnaire, devenait de plus en plus faible, incapable de rétablir la paix intérieure ou de repousser les menaces extérieures. C'était le moment idéal pour qu'une figure forte émerge, et Napoléon Bonaparte, un jeune général victorieux des campagnes militaires en Italie et en Égypte, saisit sa chance. Le coup d'État du 18 Brumaire, 9 novembre 1799, dans le calendrier révolutionnaire, marque le premier grand tournant dans l'histoire de Napoléon, lorsqu'il renverse le Directoire avec le soutien de politiciens et de militaires mécontents et se nomme premier consul de la France, établissant un nouveau régime. Napoléon sut exploiter le mécontentement populaire et la faiblesse du gouvernement pour consolider son pouvoir. Avec un mélange de charisme, de compétences militaires et d'une vision stratégique aiguisée, il gagna rapidement le soutien de secteurs clés de la société française, comme l'armée et une partie de la bourgeoisie, en quête de stabilité après des années de tumulte révolutionnaire. Son ascension fut marquée par un pragmatisme implacable. Il ne se présenta pas comme un défenseur des idéaux puristes de la Révolution, mais comme l'homme capable de restaurer l'ordre et de préserver les conquêtes les plus significatives, telles que l'abolition des privilèges de la noblesse et le Code civil. Le coup d'État du 18 Brumaire ne fut pas un événement chaotique ou violent. Au contraire, ce fut une action méticuleusement planifiée où Napoléon exploita les faiblesses du Directoire et la crainte croissante d'un retour à la terreur révolutionnaire. Il entra au Conseil des 500, le Parlement de l'époque, et malgré une brève résistance des députés, l'opération fut rapide et décisive. Quand la poussière retomba, Napoléon émergea comme le nouveau leader de la France. Mais ce n'était que la première de nombreuses conquêtes. Désormais, avec le pouvoir entre ses mains, Napoléon tournerait ses regards au-delà des frontières de la France, entreprenant une série de guerres dévastatrices qui transformeraient l'Europe et le monde. L'Empire napoléonien était sur le point de naître. Chapitre 2. Les guerres napoléoniennes et l'expansion de l'Empire, 1800-1812. Napoléon, après s'être consolidé comme premier consul et plus tard comme empereur, dirige la France dans une série de conflits qui transformeront la carte de l'Europe. Les guerres napoléoniennes représentent l'apogée de son pouvoir et sa tentative d'étendre l'Empire français sur tout le continent. Parmi les batailles les plus emblématiques, on trouve la bataille d'Austerlitz en 1805, où Napoléon, surmontant les armées combinées de l'Autriche et de la Russie, confirme sa position de génie militaire de l'Europe. La victoire à Austerlitz consolida Napoléon non seulement comme un génie militaire, mais aussi comme un maître de la psychologie de guerre. Il ne gagna pas uniquement grâce à des manœuvres stratégiques, il sut anticiper les faiblesses des armées adverses et les exploiter à son avantage. À la veille de la bataille, Napoléon manipula ses ennemis en leur faisant croire que l'armée française était affaiblie et vulnérable. Cette fausse impression conduisit les Autrichiens et les Russes à sous-estimer ses forces, tombant exactement dans le piège qu'il leur avait tendu. La victoire à Austerlitz non seulement assura à Napoléon le contrôle de l'Europe centrale, mais provoqua également la dissolution du Saint-Empire romain germanique, une institution millénaire. Cet événement marqua le début d'un nouvel ordre politique sur le continent, avec l'Empire napoléonien en pleine ascension. Cependant, à mesure que le pouvoir de Napoléon s'étendait, les alliances déterminées à le contenir grandissaient également. Les nations européennes,
alarmés par la domination française, unissaient leurs forces dans des coalitions pour le renverser. La tension était sur le point d'atteindre son paroxysme, et le plus grand défi de Napoléon était encore à venir. Une campagne militaire qui mettrait à l'épreuve son leadership et la force de son empire. Désormais, il tournait ses regards vers l'Est, en direction de la Russie, où allait se dérouler l'une des plus grandes tragédies militaires de l'histoire. Commentez ci-dessous si vous pensez que c'était une décision catastrophique de Napoléon. Chapitre 3, le début de la fin, la campagne de Russie, 1812. À partir de 1812, la gloire militaire de Napoléon commença à s'effondrer. Son empire, qui s'étendait sur une grande partie de l'Europe, était sous la menace constante des puissances ennemies. Déterminé à consolider son empire et à forcer la Russie à se soumettre, Napoléon lança sa campagne la plus ambitieuse et désastreuse, l'invasion de la Russie. Avec une armée de plus de 600 000 hommes, connue sous le nom de Grande Armée, il croyait qu'une victoire rapide contre le tsar Alexandre Ier garantirait la fin des coalitions européennes contre la France. Cependant, Napoléon sous-estima complètement le territoire russe et l'hiver impitoyable qui approchait. Les Russes adoptèrent la stratégie de la terre brûlée, incendiant villages et villes entières en se retirant, privant les Français de tout approvisionnement ou abri. La scène de l'arrivée de Napoléon à Moscou, après une marche exténuante, représente le tournant dramatique de cette campagne. Il s'attendait à trouver une ville soumise, capable de fournir des ressources à ses troupes épuisées. Mais au lieu de cela, il trouva une Moscou en flammes, vide et dévastée. Les rues désertes et les bâtiments détruits par le feu montraient clairement que les Russes avaient préféré sacrifier leur propre capitale plutôt que de la laisser tomber entre les mains de l'ennemi. Lorsque l'hiver russe arriva, les conditions devinrent insupportables. Le froid brutal, le manque de nourriture et le harcèlement constant des troupes russes transformèrent la retraite de Moscou en un cauchemar. Les soldats tombaient, épuisés et gelés, tandis que la Grande Armée, qui avait été la plus grande armée d'Europe, se désintégrait sous les yeux de son chef. Sur les plus de 600 000 hommes qui avaient marché vers la Russie, seule une fraction survécut à la retraite. Cette erreur stratégique fut le début de la fin pour Napoléon. Ce qui aurait dû être une campagne glorieuse se transforma en un désastre militaire d'une ampleur épique, ébranlant profondément la réputation de l'empereur et marquant le déclin irréversible de son empire. Cependant, les défaites sur le champ de bataille n'étaient donc que le début de sa chute. Forcé d'affronter une Europe de plus en plus unie contre lui, Napoléon allait affronter la plus grande épreuve de sa carrière, l'abdication et l'exil. Désormais, l'empereur, qui avait autrefois gouverné une grande partie du continent, se retrouverait isolé et vaincu, confiné à une petite île, mais nourrissant encore la flamme d'un possible retour. Si vous aimez cette vidéo sur Napoléon Bonaparte, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Nous vous aiderons à enrichir vos connaissances historiques tout en nous aidant à grandir. Chapitre 4. Le déclin et l'exil à Elbe, 1814-1815. Maintenant, parlons de le déclin final de Napoléon, qui commence en 1814, lorsqu'il affronte une coalition imbattable. Après les pertes dévastatrices en Russie et une série de défaites militaires lors des campagnes suivantes, la 6e coalition, composée de l'Angleterre, de la Prusse, de l'Autriche et de la Russie, avance contre l'armée française affaiblie. Les villes qui acclamaient autrefois Napoléon tombent désormais les unes après les autres, jusqu'à ce que les armées ennemies marchent vers Paris. Sous une pression insoutenable, Napoléon, qui avait autrefois dominé le continent, est contraint d'abdiquer. L'exil à Elbe est une période de profonde réflexion pour Napoléon. Ce chapitre explore la transition d'un homme qui dominait l'Europe à une figure confinée sur une petite île, où il tente de recréer une version réduite de son empire. Napoléon réorganise l'administration de l'île, établit de nouvelles lois et crée même une petite garde personnelle, tout cela dans une tentative de conserver un sens de contrôle. L'introspection devient un élément central de cette période de sa vie. Même isolé, son esprit est consumé par le désir de retourner en France et de retrouver le pouvoir qu'il avait perdu. Bien que vaincu, Napoléon n'était pas prêt à accepter son destin. Le retour, les 100 jours, serait sa dernière tentative pour reconquérir son empire et reprendre le contrôle de l'Europe. Mais alors qu'il planifiait son retour, des forces encore plus grandes étaient en mouvement, se préparant à l'affronter et à mettre fin
une fois pour toutes, à l'ère napoléonienne. La conclusion de cette épopée était sur le point d'être scellée sur le champ de bataille de Waterloo.